Voilà. Bonjour aux participants qui sont présents. On va attendre un petit peu le temps que l'ensemble des participants arrivent et ensuite on pourra commencer ce webinaire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes, le temps d'attendre les derniers participants et puis ensuite on pourra commencer. On dirait que les filles sont bavardes. Ouais. Bonsoir docteur Damy.
Vous nous entendez pas, docteur Damy? Ah, Ah, super. ça serait bien si on pouvait commencer avec 15 participants. Ça fait une belle classe. C'est ça. Hein. On va attendre encore quelques minutes, ça fera peut-être venir les derniers participants. Voilà. Ah, activer le son. Sinon, il faut se déconnecter et se reconnecter. Ouais. En même temps, nos participants ne peuvent pas prendre la parole pour l'instant, hein. Non, c'est ça. Sur Livestorm, on peut que échanger par chat. Peut-être prévenir les participants aussi. C'est ça. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger, c'est seulement par chat au niveau de Livestorm. « 13 », c'est le bon chiffre. Bah, écoutez, je vous propose qu'on commence et puis dans tous les cas, le reste des participants arrivera en cours de route. Dans tous les cas, le webinaire est enregistré et sera envoyé à l'ensemble des participants et des personnes qui se sont inscrites au webinaire. Donc, dans tous les cas, ils auront les informations. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent ce soir pour ce webinaire sur le kit EHPAD et le tutorat des médecins coordonnateurs. Je vous propose de faire rapidement un tour de table, docteur Bertrand, docteur Siffrine, et de vous présenter. Alors, je commence par l'ordre alphabétique, c'est ça? Oui, vas-y. Bonjour à tous. Je suis médecin généraliste à Amiens, en centre-ville. J'ai exercé plus de 15 ans à la campagne et j'ai commencé par la gériatrie comme médecin, comme jeune médecin interne. Voilà. Donc, j'ai parti de l'URPS et l'USML et je vais avoir le plaisir d'animer avec Isabelle et notre animatrice préférée de l'URPS cette soirée. Voilà, moi je suis le docteur Siffrine, je suis gériatre. J'ai fait ma CAPA de gériatrie pendant que j'étais encore interne et j'ai commencé à exercer la gériatrie en USLD à l'hôpital de Douai. Et donc, à cette époque-là, on était encore un hospice. Et puis, on a ouvert la première UHR du secteur. Et puis, l'EHPAD a pris sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et par la suite, donc j'ai quitté l'hôpital parce que je ne pouvais pas passer les concours PH pour des raisons familiales. Et je suis devenue médecin coordonnateur dans des EHPAD en ville à Douai. Et j'exerçais exclusivement comme médecin coordonnateur. Donc ça fait 15 ans. Et
Depuis décembre dernier, j'ai pris un poste de gériatre, salarié du département, dans une maison de santé qui a ouvert à Coincy, à côté de Douai. Et du coup, ça me permet d'intervenir comme médecin traitant dans les autres établissements du secteur, parce qu'aujourd'hui, nous avons une pénurie de médecins traitants sur Douai, et notamment de médecins qui interviennent en EHPAD. Donc voilà. Merci, docteur Bertrand, docteur Siffrine. Donc, je me présente, Cécile Leplanois, donc chargée de mission médico-sociale et de démarche qualité au sein de l'URPS Médecins Libéraux. Et je travaille avec docteur Bertrand et docteur Siffrine et également d'autres médecins de l'URPS, mais aussi du tutorat des médecins coordonnateurs sur le projet Kit EHPAD. Donc, on va démarrer si ça vous convient. Petit rappel, vous avez un chat à votre disposition si vous souhaitez poser des questions, si vous avez des interrogations sur ce que l'on va expliquer tout au long de ce webinaire. On répondra à l'ensemble de ces questions à la fin de notre présentation. Hop. Du coup, donc le Kit EHPAD et le tutorat des médecins coordonnateurs, donc c'est deux outils qui ont été créés donc suite à la crise Covid, puisqu'on a eu certains constats et retours de terrain justement par des médecins, également de l'ARS. Donc on sait que les médecins ont des modes de fonctionnement qui sont disparates et qu'on rencontre des difficultés démographiques au niveau des médecins coordinateurs et médecins traitants, comme le disait le docteur Siffrine. Et du coup, par rapport à la crise sanitaire, les médecins, justement, sont intervenus en renfort dans des EHPAD, justement, sans forcément avoir d'expérience ou de formation. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ces outils, justement, pour faciliter leur intervention dans ces établissements. Donc, face à ces constats, comme je vous le disais, l'URPS Médecins Libéraux, l'ARS Hauts-de-France et d'autres médecins se sont mobilisés justement à créer deux outils qui sont à destination des médecins libéraux qui interviennent en EHPAD. Alors, on va vous présenter l'outil numéro 1. Donc, j'ai été personnellement interpellée, en effet, pour le Kit EHPAD parce que on a vécu, nous, au sein d'Amiens, des situations complexes, notamment des médecins co qui sont tombés malades et puis des médecins généralistes qui sont tombés malades aussi. Et c'était un peu la panique pour nous tous. On n'a pas tous l'expérience des EHPAD et ça nous fait parfois un petit peu peur. Donc, l'objectif du kit, c'est de favoriser notre intégration, nous, médecins libéraux, dans ces EHPAD, créer des outils de coordination et de communication qui permettent de faciliter l'intervention du médecin libéral et enfin de soutenir les médecins en EHPAD par des pairs, leur permettre donc même de nous interpeller ou d'interpeller des gens qualifiés pour que la panique ne s'installe pas. Donc, pour qui? Donc, c'est les médecins libéraux qui interviennent en EHPAD et aussi les médecins libéraux qui veulent ou qui souhaitent intervenir en EHPAD ou même de faire la formation. Voilà. Hop. Donc, la construction de ce kit a été fait en premier lieu, on a essayé de cerner les besoins. Donc, on a travaillé avec les médecins libéraux des EHPAD, les médecins coordinateurs et l'ARS aussi. Et on a échangé aussi avec certains directeurs d'EHPAD. Donc, l'attendu pour nous tous, c'est utilisation toute l'année, avoir accès à des guides de bonne pratique éventuellement, fiche d'identité d'établissement, j'avoue que moi, ça m'aurait bien servi. Fiche d'identité du médecin, bah oui, savoir à quelle heure on passe. On a aussi capté quelques capsules vidéo que vous pourrez consulter. Et enfin, quelque chose de concis, d'attractif et de rapide à lire. Peut-être peux-tu nous mettre, voilà, la présentation du kit. Vous allez avoir sur le chat le lien qui vous permettra d'ouvrir cette présentation du kit, qui est quand même très intéressant. Vous verrez la structure de la fiche d'identité de l'établissement, la fiche d'identité aussi du médecin et tout ce qui est l'avis des médecins qui ont vécu les deux côtés. Dans la fiche d'identité de l'établissement, je trouve qu'il est intéressant de savoir le code tout bête pour rentrer, à quelle heure les infirmières sont là. Enfin, c'est des choses du quotidien que des fois on n'a pas. Le numéro de téléphone direct parfois aussi.
de l'EHPAD. Pour le médecin, c'est de savoir notre numéro de téléphone, éventuellement si on préfère travailler dans un lieu privilégié pour examiner les gens, ou si on le fait au lit, et puis si on vient avec du matériel ou pas. Petite histoire, une fois je suis arrivée, j'avais pas de trousse. Oui, bon, je l'avais oublié dans une autre voiture. Ça sert, quoi. Voilà. Donc, il y a une présentation de l'équipe aussi sur la fiche d'identité de l'établissement, et puis comment on peut transmettre les données, et enfin, donc, l'organisation de notre venue. Voilà. Donc, voilà la fiche d'identité du médecin. Donc, les téléconsultations, bien sûr, que j'ai pas encore évoquées, qui peuvent rendre service pour leur rapidité. Et puis, on règle des problèmes parfois en 3 minutes et on n'a pas besoin de se déplacer. C'est quand même bien pratique. Voilà. Sur le guide des bonnes pratiques, alors c'est un grand bouquin, c'est 79 pages si j'ai bien compté hier. Il y a des choses très simples dedans et ça peut vous servir pour chercher une info, quoi. Par exemple, comment traiter une gale et comment traiter une gale quand il y a plusieurs, quand on est en équipe. Voilà. Diapositive suivante. Voilà, donc c'est téléchargeable là. Ah, j'ai oublié quelque chose, pardon. Vous trouvez aussi dans le guide des bonnes pratiques l'organisation au sein, mais également les ressources territoriales que vous pouvez appeler au secours. Et puis voilà, puis il y a toute une boîte à outils. Donc voilà, donc vous avez le lien qui va apparaître après. Diapositive suivante, encore la suivante. Voilà, je laisse la parole à Isabelle. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à le rajouter. Oui, il n'y a pas de souci. Ce que je peux rajouter, c'est par exemple la fiche présentation médecin et la fiche présentation EHPAD. C'est quand même à vous de la rapporter dans l'établissement. Vous entrez dans une entreprise, parce que c'est un EHPAD, ce n'est ni plus ni moins une entreprise. Et en fait, effectivement, se présenter, vous savez qui vous allez voir, mais en fait, finalement, vous savez pas forcément comment ça fonctionne. Et savoir le nombre d'infirmières qui sont là, parce qu'il y a des EHPAD où il n'y a pas d'infirmières la journée, parce qu'elles coupent, elles sont là le matin et le soir. Donc, quand vous passez entre midi et deux, il n'y a pas d'infirmières. Donc, assez intéressant, vraiment, et ça sera à vous d'aller vous présenter. Parce que c'est l'URPS qui nous fournit ces feuilles. Et l'EHPAD a peut-être un livret d'accueil à vous fournir aussi, dans un sens comme dans l'autre. Donc voilà. Le tutorat à destination des médecins, il faut savoir que le poste de médecin coordonnateur est un poste qui est quand même assez clé dans les EHPAD. Vous voyez tout de suite la différence quand il y a un medco et quand il n'y a pas de medco. Et aujourd'hui, cet outil, c'est de permettre aux médecins qui peut-être seraient tentés de donner un coup de main dans l'EHPAD où ils ont plein de patients, ou alors vous êtes sollicité par la direction de l'EHPAD ou par les infirmières et vous ne savez pas trop en quoi ça consiste. Et donc, on a mis en place un tutorat. C'est-à-dire qu'on est 3 médecins référents sur la région, des seniors qui avons l'habitude, on est joignable par téléphone, par mail, et on peut vous accompagner dans les missions du médecin coordonnateur, parce que dans les EHPAD où il n'y a pas de medco, il se trouve que eux non plus, ils ne savent pas à quoi sert le medco. Donc l'explication, l'accompagnement avait tout son sens, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cet outil. Donc, il faut savoir que donc, le médecin coordonnateur forme un trinôme trio infernal. Ah, petite coupure. Ah, la connexion est rétabli. Voilà, donc le trio infernal qui a pour mission de s'assurer que l'établissement reste ouvert, que les Ah, c'est ça, c'est le Grand Nord. Hein. C'est le direct. A carrément disparu, notre pauvre. Alors, je vais prendre la relève. Donc, en fait, le tutorat, oui, c'est ça. Ça aide à accompagner le médecin dans ses missions de médecin coordinateur. Il y a des choses qu'on ne sait pas, à quoi servent
les coupes à gire, le pathos, franchement, moi, j'en avais entendu parler, je ne savais pas. Et puis, expliquer aussi aux médecins intervenants l'enjeu et la charge de travail que ça peut représenter, mais aussi les aides qu'il peut avoir. C'est important aussi pour détraumatiser, détraumatiser ou pour enclencher des adhésions. Voilà. Il y a des protocoles aussi dans les EHPAD. J'ai appris à les connaître, notamment pour l'insuline. Et les conventions aussi disponibles avec des aides pour avoir une équipe mobile de soins ou pour avoir accès à une filière gériatrique. Et ce que notre ami, j'espère qu'il va pouvoir se reconnecter, va tout nous expliquer, c'est tout ce qui concerne la mise en place des HAD. Ah, voilà. Donc, Isabelle a du mal à repartir. Donc, voilà. Ah. Elle est en invité, donc je te laisse faire. Comment tu fais? Ah, elle est en invité au lieu de repartir. Ah, la technique, hein. Désolée pour ceux qui nous écoutent. Docteur Sifrine, essayez peut-être de cliquer sur votre mail où vous étiez intervenante. Normalement, vous devriez retomber sur la page directement en étant intervenante. Essayez peut-être aussi de cliquer sur monter sur scène, peut-être. Ouais. Monter sur scène en bas. Ouais. Ça, c'est galère. Voilà. Oui, donc on essaye de faire de la prévention quand on est médecin co pour mettre en place des HAD à l'avance s'il le faut. Donc ça, Isabelle, elle vous en parlera plus. Moi, en tant que médecin généraliste, j'ai pas eu encore l'occasion de faire ce genre de démarche. Sinon, le médecin coordinateur, dans ses missions, il y a aussi le lien avec les intervenants extérieurs. J'en parlais tout de suite. Les autres professionnels de santé, les réseaux, les filières. Ah, j'ai trouvé. Voilà. Donc, je te laisse reprendre. Je parlais un petit peu de ce que tu m'avais dit tout à l'heure sur l'HAD. C'est ça, exactement. En fait, aujourd'hui, pour vous aider au niveau des réseaux, quand un patient est fragile et qu'on ne veut pas forcément l'envoyer à l'hôpital, on met en place des HAD anticipés. C'est-à-dire qu'on voit que le patient est instable, une pneumopathie, une décompensation cardio, que finalement il y est déjà allé 1 ou 2 fois à l'hôpital, donc on a quand même la conduite à tenir générale, mais l'EHPAD ne dispose pas, par exemple, d'une infirmière de nuit ou des thérapeutiques qui vont permettre d'équilibrer la situation. Et donc, en fait, on fait un dossier d'HAD, les mêmes HAD que pour les soins palliatifs, et l'équipe va venir évaluer et l'EHPAD pourra déclencher l'HAD grâce à vos prescriptions et à vos ordonnances qui seront prêtes à être utilisées. Donc, que ce soit sur une décompensation respi, un sepsis, où vous voulez mettre un peu de scopolamine parce que la personne s'encombre, c'est assez compliqué pour les infirmières de le faire toutes seules un vendredi soir ou un week-end. Et l'HAD rend ça possible. Donc voilà. Au niveau aussi de la filière et de tout ce qui est équipe mobile de gériatrie, aujourd'hui, sur certains secteurs, quand la filière est complète, on a des hôpitaux de jour de gériatrie et on évite de passer par les urgences. Donc, vous pouvez avoir une hospitalisation en gériatrie en 24 heures pour un bilan complet, que ce soit imagerie, IRM, écho-cœur notamment, et des choses comme ça. Et ça, l'établissement, l'EHPAD peut vous donner les informations. Des fois, un EHPAD travaille avec 2 hôpitaux différents. Moi, là où je travaille, on est à la frontière du Pas-de-Calais. Donc, par moment, on travaille avec l'hôpital d'Arras et par le moment, on travaille avec l'hôpital de Douai. Donc voilà. Les principaux protocoles, je sais que tu as parlé de l'insuline, Oui, protocole dextro, voilà. Vous êtes en mesure, chers médecins, de proposer des protocoles aux EHPAD qui n'ont pas de MEDCO ou même qui ont un MEDCO. Par exemple, vous avez l'habitude de faire ça quand vos patients sont diabétiques. Vous pouvez proposer votre protocole à vous pour tous vos patients. Vous pouvez aussi déposer une ordonnance vierge, par exemple pour un ECBU, une prise de sang type que vous voulez pour vos patients et que quand l'infirmière vous appelle en vous disant j'ai un problème avec monsieur ou madame Intel, là vous allez dire faites une bio et l'ordo est déjà en leur possession.
Elles ont juste à mettre le nom du patient. Et ça, vous pouvez mettre en place ce genre de protocole. Par exemple, nous, les protocoles qui existent et qui sont indépendants des médecins traitants, ça va être le protocole hydratation en cas de canicule, les protocoles isolement en cas d'infection respiratoire, en cas de gastro. Il y a des protocoles internes à l'établissement. Les infirmières n'ont pas le droit de donner de traitement s'il n'y a pas d'ordonnance. Donc, si vous voulez que votre patient puisse avoir du Doliprane en cas de fièvre ou de douleur, vous pouvez, vous, avoir mis en place un protocole en cas de douleur ou fièvre. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans l'établissement que vous ne pouvez pas proposer un protocole soin. Voilà. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment avancer quand on arrive sur un EHPAD. Et il faut apprendre à les découvrir. La coupe à GIR, la grille GIR, vous connaissez la grille GIR parce que quand vous complétez les dossiers d'APA, vous remplissez une grille où il faut faire A, B ou C. Et en fonction de la grille GIR, l'EHPAD va recevoir un budget qui va permettre de couvrir le niveau de dépendance des résidents. Voilà. La coupe pathos, ça va évaluer les maladies des résidents. Et la coupe pathos et la coupe GIR sont des index. Multipliés l'un par l'autre, ça donne un chiffre final qui vont donner le budget global de l'établissement en soins et en dépendance. Donc pathos, c'est plus le poste de médecaux, les postes infirmières. Et agir, ça va être les postes d'aide-soignante et un peu de nursing. Voilà, donc ça, c'est ce qui... avant, c'était tous les 5 ans. Suite au scandale d'EHPAD et tout ça, maintenant, c'est tous les 2 ans. Et aujourd'hui, les EHPAD vont passer en CEPOM. C'est-à-dire que c'est l'EHPAD qui va rémunérer les médecins. C'est plus la Sécu. Donc aujourd'hui, il y a encore des établissements. Vous passez la carte vitale, c'est le libéral classique. Mais la plupart des EHPAD vont devoir passer en budget global. Et donc, quand vous faites une ordonnance, c'est l'EHPAD qui paye les médocs et qui gère l'ordonnance avec la pharmacie du secteur. C'est l'EHPAD qui va payer les kinés, c'est l'EHPAD qui va payer les ambulances et qui va payer les médecins libéraux qui vont passer. Il y a déjà pas la moitié des EHPAD qui sont sur ce mode de fonctionnement. Donc, et c'est l'importance de la coupe GIR et de la coupe pathos, c'est qu'en fait, justement, ça va apporter des ajustements de budget au réel. Voilà. Donc nous, à accompagner les médecins libéraux par rapport aux médecins dans les missions de médecins coordonnateurs. Donc effectivement, le médecin, il fait le lien avec les professionnels de santé, mais le médecin co, il n'est pas là pour dire aux médecins comment faire leur boulot. Le médecin co, il va simplement expliquer, des fois faire le lien avec le médecin en lui disant, bah voilà, aujourd'hui les infirmières elles font comme ça, aujourd'hui j'ai tant de soignants par secteur, la famille c'est compliqué, le kiné a dit que, enfin voilà, on est quand même, on vient en plus. Et moi, mon rôle principal de médecin co, c'est de m'assurer que les infirmières et les aides-soignantes ont les connaissances suffisantes pour prendre en soin les résidents que j'accueille dans l'établissement où je suis médecin co. C'est-à-dire que si j'accueille une personne touchée par une démence à corps de Lewy, je vais leur faire une formation spécifique pour une sensibilisation, pour leur dire bah, y a ça dans la maladie, donc on fait comme ça. Pareil, un diabète déséquilibré, une personne qui est vraiment très cardiaque, ou une personne qui a un cancer du sein, par exemple, qui a des pansements et un suivi, des gens qui sont dialysés. Et ça, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que les infirmières et les aides-soignantes aient justement suffisamment de connaissances pour pouvoir prendre en soin le mieux et de voir les moments où la personne va décompenser. Et vous voyez la différence quand il y a un médecin qui fait médecin. Le médecin, il n'est pas là pour faire médecin traitant. Donc voilà, souvent je reçois les familles parce que à l'hôpital on leur dit plus rien, parce que ils ont des espoirs d'aller mieux, de guérir, voilà. Souvent ils n'ont pas tout compris. Voilà, je vais aussi voir les résidents, je me présente et on fait connaissance. Voilà, la plupart des établissements n'ont pas de pharmacie. PUI et pas PUI, ça veut dire pharmacie à usage interne. Souvent, les établissements qui ont une PUI, ce sont les ULCLD rattachés aux hôpitaux, ou les EHPAD rattachés aux hôpitaux, ils ont une pharmacie interne. Donc, dans la plupart des cas, il n'y a pas de pharmacie. Par contre,
il y a un stock de dotation de besoins d'urgence. C'est-à-dire que tous les établissements ont une liste proposée par l'ARS sur une base qui fait qu'on a à peu près 48 heures d'autonomie sur mise en route d'un antibiotique, mise en route d'aérosols, mise en route d'antidouleurs, traiter une gastro. On doit avoir un minimum de traitement pour la grippe. On doit avoir un minimum de traitement en cas de... c'est surtout la grippe. On a du Tamiflu en stock normalement dans les établissements. Et le Paxlovid, on n'en a pas en stock. Mais il faut qu'on puisse avoir de quoi gérer. Et la dotation en besoins d'urgence, on s'adapte aux besoins et aux habitudes de prescription des médecins traitants. Voilà. Donc, vous avez l'habitude de prescrire un médicament particulier. Vous dites aux infirmières, moi, j'aimerais bien qu'il y ait ça dans la DBU. Vous préférez Lovenox ou Inoep ou Arixtra. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc qu'on a dans la DBU. Vous dites de la Roséfune en injectable, parce que c'est le seul antibio qu'on fait en injectable facilement. Voilà. Les visites de préadmission, ça dépend vraiment du temps disponible. Ça dépend des établissements, ça dépend des dossiers. La visite de préadmission, elle peut être faite par le médecin co, l'infirmière coordinatrice. Souvent, on part à deux, avec soit la psychologue, l'ergothérapeute ou une infirmière. Des fois, la visite de préadmission a lieu dans l'établissement. Moi, je sais que dernièrement, j'en ai pas fait beaucoup parce qu'en fait, c'était beaucoup de temps perdu. Parce qu'aujourd'hui, les gens hésitent énormément à rentrer en EHPAD. Et donc, j'attends qu'ils soient arrivés dans l'EHPAD pour aller les voir parce que c'est, on va dire, 7 ou 8 dossiers pour 2 ou 3 entrées en EHPAD au total. Hein. Donc, voilà. Et chaque établissement a un logiciel soin. Et si vous avez de la chance, le logiciel est compatible avec Internet et vous pouvez vous connecter de votre cabinet. Il y a des gens que je vois au cabinet et qui sont dans un établissement qui est attaché à NetSoin. J'ai mes codes NetSoin, je suis au cabinet, comme ça j'ai les transmissions. Et les gens de cet EHPAD-là viennent me voir. Ou alors l'infirmière de l'EHPAD m'appelle pendant que je suis en consultation ou sur mon autre site. Ça arrive pas souvent parce que j'ai les secrétaires et la maison de santé qui partagent, mais vous pouvez vous connecter à distance, faire les ordonnances à distance, voir les transmissions, les prises de sang. Et à ce moment-là, vous ouvrez votre logiciel soin qui lui aussi doit être peut-être compatible avec Internet. Vous faites un copier-coller, plap, plap, et vous pouvez facturer votre visite ou votre consulte via votre logiciel à vous qui envoie avec la carte vitale et qui complète en fait. Donc le logiciel soin de l'EHPAD, c'est un plus pour vous. C'est pas une contrainte et ça vous donne vraiment accès à énormément d'éléments pour vos patients, quoi. Voilà. Donc concrètement, on est 3 médecins référents pour l'ensemble de la région. Moi, je suis référente pour le Nord. À la fin du diapo, il y a les noms des 2 autres médecins. On va vous apporter des conseils par téléphone ou en visio. Voilà. Vous pouvez nous contacter de toute la région ou de la région d'à côté si celui d'à côté n'est pas disponible. La mission en vaut la chandelle. Voilà. Donc, moi, ça me dérange pas si vous m'appelez des fins fonds de la Somme. C'est pas gênant. Je me déplacerai pas dans les autres EHPAD parce que c'est un soutien et on n'est pas là pour faire à votre place. Et moi, j'ai plein d'outils, j'ai plein de petites astuces pour comment faire que ça fonctionne. Voilà, je prends pas les appels en urgence. Pour les urgences sur place, sur les EHPAD, vous avez une filière gériatrique sur votre territoire. Aujourd'hui, il y a eu de gros progrès parce que c'est depuis le Covid qu'on nous demande de travailler ensemble les uns les autres. Avant, c'était chacun pour soi dans son côté et les établissements EHPAD, c'était pareil, c'était chacun pour soi. Donc, il y a les EHPAD privés à but commercial, les privés à but associatif et les publics. Et donc, chacun avait un peu sa petite sauce.
Et aujourd'hui, moi, je suis plus favorable à quand on a une bonne pratique à diffuser. Donc oui, j'exerce dans un EHPAD privé, mais j'interviens comme médecin traitant dans d'autres EHPAD. Et quand j'ai quelque chose de positif, je le partage. Quand j'ai des bonnes pratiques, voilà. Donc là, vous avez donc les 3 médecins. Nous, on est 3. Donc moi, je suis en orange. En violet, il faudra zoomer. Hop, 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 hop. C'est C'est le le docteur docteur Damy, Dami. voilà, qui est avec nous, et le docteur Elbaz pour les 2 autres territoires. Voilà. Les contacts. Donc, notre contact ici, nous, c'est Cécile Leplanois. Je parle pour le Nord, désolée. Donc, on a aussi Pauline Raden et puis Fanny Drémaud, qui sont très réactives. Voilà. Est-ce que, donc, attendez, je vais regarder un peu le chat. Est-ce que vous avez réussi à ouvrir les liens? Ah, pas de réponse, suspense. Suspense. Super. D'accord. Camille. Bonjour Camille. C'est ma remplaçante. Oui, ok. Bon, très bien. C'est très famille, hein, nous. Hein. Et moi, je n'ai pas eu l'occasion, comme je ne suis pas libérale, parce que je suis salariée du coup depuis tout ce temps-là, je n'avais pas de contact forcément avec l'URPS et je n'ai pas cotisé au syndicat des médecins co. J'ai cotisé là à la société de géronto-gériatrie septentrionale, donc la société de gériatrie lilloise. Mais c'est vrai que comme chaque année, il faut renouveler les cotisations, donc je trouvais ça un peu difficile. Mais donc je me suis mise sur la gériatrie, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et donc j'ai été contactée par l'URPS parce que via l'ARS. Voilà. Donc, je leur disais que nous, on avait, en tant que salariés, on n'avait jamais les infos. Et nous, les libéraux, on est noyés par les infos. Oui. Donc, c'est problématique. Alors, tu parlais tout à l'heure des logiciels. Alors, ça va peut-être Oui. faire bouger un peu les lignes. Non pas que. Quand on arrive dans une EHPAD, c'est un peu flippant parce qu'en effet, t'arrives, parfois, c'est pas tous les mêmes logiciels. Et ça, c'est compliqué, ça. Oui. Pour nous tous. Moi, j'aime bien laisser mes petites notes, mes petites instructions. Je pars en vacances, je signale dans l'EHPAD où je suis, tu vois. C'est tout Oui. bête. Mais bon, maintenant, comme j'aurai une remplaçante, je fais un clin d'œil à Camille. C'est plus facile, mais sinon, c'est vrai que on t'appelle le jour où tu pars, quoi. C'est dommage. Enfin, pour des choses, Oui. par exemple, un renouvellement. C'est Mais ça. Mais ouais, vas-y. ouais, voilà. Donc, je sais pas Et si. globalement, il y a 4 logiciels en EHPAD. Il y a Ouais, le d'accord. NetSoin, après tu as Titan, après Ok. tu as BL. Et ça, c'est les 3 principaux. Par exemple, moi, j'ai de la chance, c'est que sur mon secteur, j'ai que, si j'ai les 3, mais en fait, j'ai 14 EHPAD qui ont NetSoin. Bah, là où je vais, c'est d'être soin aussi, mais bon, c'est ce que je Voilà. demandais avec le médecin co, d'avoir une petite formation. Oui, eh ben, c'est très intéressant parce que Ouais. effectivement, moi, c'est ce que je fais, je me rapproche du médecin et j'ai demandé aux infirmières de mon établissement, la seule chose pour que ça marche, c'est qu'il faut que quand vous venez dans un établissement, il faut que l'infirmière vous accompagne sur l'ordinateur, Ouais. au moins les 3 ou 4 premières fois. Et ça, c'est dans leur mission. Parce que si vous regardez sur le guide du médecin libéral en EHPAD, il y a écrit l'établissement doit vous mettre à disposition les conditions pour vous permettre de voir le résident dans de bonnes circonstances. Et il est aussi écrit que c'est l'établissement qui doit le faire. Tu vois? Donc, je pense que des fois, il faut, la toute première fois qu'on y va, alors si on connaît bien le patient, ça c'est pratique, mais la toute première fois qu'on va dans l'EHPAD, des fois, il faut prendre un temps exprès pour, en fait. C'est une visite un peu à blanc, où on va pas forcément, ou alors on va juste faire un renouvellement. Le patient est stable. Et ça vaut le coup d'y aller effectivement comme ça.
Il y a eu un arrêté, je crois, dont on m'a parlé, où en fait les médecins traitants ne peuvent plus avoir qu'une dizaine de patients par EHPAD. Ouais. Voilà, pour éviter à la fois quand le médecin passe et qu'il fait ses 25 renouvellements entre 20h et 22h, c'est vraiment pas confortable. Et donc pour avoir plus de médecins et être plus facilement remplaçable quand il y en a un qui est pas là. Voilà. Une des difficultés une des difficultés qu'il peut y avoir aussi, c'est que des fois le médecin traitant aime pas qu'on marche un peu sur ses plates-bandes parce qu'il se sent un peu référent. Il est référent du patient jusqu'à ce que le patient rentre en EHPAD, parce qu'après l'EHPAD prend beaucoup de place. Et donc pour que le médecin traitant reste le référent, moi je passe souvent par les infirmières. Je mets les infirmières en lien, je prends mon téléphone, j'appelle le médecin traitant. Je dis voilà, on va fonctionner un petit peu comme ça. Là, j'ai pas eu de nouveaux médecins récemment sur mon établissement, donc c'est des médecins que je vois à peu près régulièrement. Et on a appris à se connaître. Mais j'ai déjà froissé un ou deux médecins parce que j'étais intervenue et quand il est arrivé, le problème était géré. Donc, j'ai demandé aux infirmières de tracer les appels aux médecins traitants. Et si au bout de 3, 4 appels ou 4 mails, il n'y a pas d'intervention, je peux intervenir. Mais en fait, quand ils se rendent compte qu'ils ont été appelés 3, 4 fois et qu'ils ne peuvent pas venir, finalement, ça y est, ça passe. Mais quand ils arrivaient et qu'ils s'apercevaient que j'étais intervenue et qu'ils ne se rendaient pas compte qu'on les avait appelés 3, 4 fois, ça passait moins bien. Donc voilà. Et puis, effectivement, le lien, le médecin co, il est salarié de l'établissement, il est au service de l'établissement, tout en étant le soignant qui coordonne. Et le rôle du médecin co, c'est pas coordonner les médecins traitants, hein. C'est vraiment coordonner l'équipe soins. Voilà, c'est l'infirmière coordonnateur qui gère les plannings, qui gère les bidouillages entre les aides-soignantes et les infirmières. Mais le MEDCO, il est là pour coordonner les soignants autour du patient et pour leur apporter des connaissances dont ils ont besoin. Et c'est lui qui fait le retour au directeur de « je ne peux pas prendre cette nouvelle entrée parce que mon niveau de soins aujourd'hui est trop élevé. Les équipes sont en souffrance parce que Madame Machin est insupportable. On va faire une hospitalisation en UCC. » Voilà, des choses comme ça que gère le médecin coordonnateur. Ok. Dans les outils, il y a des choses très intéressantes Oui. Qui nous aident aussi parfois à comprendre comment vous fonctionnez. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. C'est intéressant aussi, hein. Si vous avez l'occasion de feuilleter ou si vous avez des soucis, on trouve beaucoup d'informations. Je parlais de la gale. Il y a, bien sûr, en cas de crise sanitaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Peut-être. On a l'infection respiratoire basse, Oui. gastro-entérite, Clostridium. On a un kit complet où en fait tout est déjà prêt, l'ARS nous l'a donné. On a le kit bien traitance, on a le kit douleur, on a le kit soins palliatifs. Et il suffit juste de les mettre en œuvre. On a les thérapies non médicamenteuses aussi en cas de troubles du comportement. On a pas mal d'outils. Et aujourd'hui, c'est ça qui est assez, comment dire, assez sympa, c'est qu'on nous demande rien d'inventer. Donc même les protocoles hygiène, ils existent déjà. On a juste à le mettre en œuvre et c'est très rassurant parce que nous, on doit juste savoir où c'est et dire, bah allez, les ISO, prévenir les familles. Enfin, je veux dire, les ressources, on les a. Aujourd'hui, tout le monde a bien travaillé. Et vraiment, on met en commun dans les Hauts-de-France, en tout cas. Dans les Hauts-de-France, on travaille vraiment ensemble et tout existe, en fait. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Ils sont sages, hein? Oui. Alors, en fait, pour les vaccinations DTP-Coq, nous, on a beaucoup de mal à avoir l'info quand le résident arrive dans l'établissement. Et du coup, par exemple, pour cette année, vu l'épidémie de coqueluche qu'il y a en ce moment, j'ai décidé de vacciner tous les gens de 85 ans, qui ont 85 ans cette année, c'est leur rappel. Et donc, je le soumets au médecin traitant, aux patients,
Les patients, souvent, ils valident les vaccins. C'est pas les plus compliqués. Mm. Mais des fois, il y a des médecins qui disent non, c'est bon, c'est fait, tant mieux. Mais c'est plus souvent qu'on me dit je sais pas. Donc 85 ans, on fait le rappel. Et puis 95 ans, comme ça. Et je fais aussi un rappel aux soignants de vérifier leur vaccination. Et je les encourage fortement au vaccin grippe et Covid. Et l'EHPAD gère le vaccin grippe-Covid. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on considère que si personne ne dit qu'il est contre, c'est qu'il est pour. Donc, vaccin pour la grippe, ça passe comme ça. Et les gens, ils ont l'habitude, ils reçoivent le papier, nous l'apportent et on commande les vaccins. Et donc, c'est l'EHPAD qui commande les vaccins à la pharmacie. Maintenant, si vous avez des habitudes de faire, vous pouvez proposer à l'EHPAD vos habitudes de faire quand il n'y a pas de médecin. Parce que quand il n'y a pas de médecin, c'est les médecins traitants. Okay. Donc, ils ne peuvent rien faire sans vous. Et parce qu'il leur faut forcément les ordonnances et la prescription. Donc voilà. Okay. Très bien. En tant que médecin co, tiens, une petite aparté. Moi, je propose beaucoup de vaccins anti-zona. On en a eu beaucoup, nous, dans notre secteur. C'est pareil, c'est aux médecins, quand il n'y a pas de médecin co, c'est aux médecins généralistes éventuellement d'en parler. Oui, mais par exemple, dans les EHPAD, si l'IDEC a repéré, l'infirmière coordinatrice a repéré elle peut le soumettre au médecin parce que l'ARS envoie des messages, des recommandations. Ouais. Et le directeur, qui est du coup le responsable des soins, reçoit ces recommandations. Et donc à ce moment-là, ils en donnent connaissance aux médecins qui interviennent dans l'établissement. Et voilà, comme quand on avait fait les vaccins Covid, ils avaient demandé aux médecins les possibilités de vacciner des patients qui n'étaient pas eux et tout ça. Donc, Ok. Enfin, nous aussi, on a du mal à récupérer les vaccins. ouais. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est les pneumocoques. Parce qu'en fait, une fois que tu as ton logiciel soin, qu'il est bien rempli, on te demande de faire un rapport d'activité médicale qui n'est pas difficile en soi si tout est rentré correctement dans le logiciel soin. Et donc, on me demandait mon pourcentage de vaccination anti-pneumococcique. Et donc, effectivement, j'ai fait des rappels anti-pneumocoque, mais celui-là, c'est tous les 3 ans. Et puis, ils ont sorti le nouveau Pneumo 20. Ouais. Voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'une injection. Alors, j'ai quelques médecins traitants qui m'ont dit oui, il faut commencer par le Prevnar 13 et machin, nanana. Donc, je leur dis allez-y, faites. Du moment que le patient est vacciné, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et puis, du coup, on s'entend bien comme ça. Donc, et le vaccin pour le zona, je ne l'ai pas fait faire. J'ai pas pensé clairement. C'est celui qui vient de sortir, il est même plus compliqué. C'est 2 vaccins à 2 mois. Mais ah oui. L'ancien, c'était mais c'était un vaccin vivant atténué. Donc, oui, d'accord. D'accord. Voilà. Et le Prevnar 20, en tout cas dans notre coin, moi je suis sur Amiens, ils étaient en rupture de stock. Bah oui, donc compliqué aussi. Oui. Alors souvent, juste sur l'EHPAD, c'est un peu comme à l'hôpital, c'est-à-dire que c'est quand même plus pratique s'ils ont un peu tous le même hypolipémiant ou le même IPP, parce qu'on passe par une pharmacie qui nous fait de la PDA. Et en fait, on ne va pas avoir un patient sous Crestor, un patient sous Taor, un patient sous Simvastatine ou Rosuvastatine ou machin, nanana. On essaie d'en sélectionner 2, 3. On regarde un peu les prescriptions principales. Et les patients qui sortent un peu du lot, ils finissent par... Il n'y a pas grand écart dans les prescriptions. Et voilà, rôle du médecin co-nutrition. Les résidents sont pesés tous les mois. Et les contentions, les fameuses contentions pelviennes, barrières, combinaisons gériatriques, c'est du ressort c'est un peu plus du médecin coordonnateur quand il y en a un, parce qu'en fait, on connaît les pratiques, on connaît les équipes, et c'est plus facile pour nous d'avoir à jour des ordonnances tous les mois quand il y a un medco sur l'établissement, mais quand il n'y a pas de medco, il faut que vous signiez les contentions pour vos patients quand ils sont contentionnés. Mais en fait, il ne suffit pas de le signer quand l'infirmière vous soumet l'ordonnance. Vous êtes censé réévaluer cette prescription. Et donc, il faut qu'il y ait une trace de la réévaluation de la prescription. Il suffit de mettre une phrase. Réévaluation, prescription, contention.
On poursuit les barrières parce que madame se met en travers du lit, risque de chute encore présent, point. Ça, c'est suffisant comme réévaluation. Pareil pour les neuroleptiques et les traitements, on nous demande de réévaluer nos traitements. Une petite phrase comme ça dans le logiciel, ça veut dire qu'on y a pensé, qu'on l'a fait, et c'est voilà, ça c'est très très important. Pour les CNO, je vois les CNO sont les compléments alimentaires sont à la charge de l'EHPAD. Ils sont en dotation globale, mais en fait, l'établissement peut acheter celui que vous voulez. D'accord. Vous pouvez avoir différents parfums, il suffit de négocier. Il faut leur dire voilà, parce que moi j'ai des patients qui sont sans lactose ou qui en jus de fruits ça passe beaucoup mieux. On a complément liquide ou en crème. C'est vrai que je choisis pas les parfums, c'est l'infirmière qui les commande, mais on peut. Mais il faut négocier, il faut le dire. Ben voilà, moi la patiente supporte pas celui-là, c'est celui-là dont elle a besoin. Voilà. Les DM, c'est quoi? Par exemple, fauteuil roulant, fauteuil confort. En général, avec le premier fauteuil de base, c'est le fauteuil roulant manuel qui n'a pas de coussin et qui est juste pour faire, c'est un fauteuil de transfert. Et pour des personnes qui ont encore un appui, et vérifier coussin anti-escar et ça c'est une assise droite qui ne se bascule pas. Et après on a les réacclimatis quand la personne est plus dépendante avec des coussins anti-escar un petit peu partout, des cale-pieds et tout ça. En général, c'est une concertation d'équipe. C'est pas sur prescription. C'est pas vraiment sur prescription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la personne n'est pas capable de marcher jusqu'en salle à manger, on va lui proposer un fauteuil roulant. Par contre, vous voyez, pour les cadres de marche, les déambulateurs, sans roues ou avec 2 roues de patin ou 4 roues, ça va plus être le kiné qui va nous dire, moi j'ai besoin d'un 4 roues, j'ai besoin d'un 2 roues pour la patiente parce que c'est ce dont elle a besoin. Et là, on dit ok, pas de souci. Ils sont formés à savoir ce dont a besoin le patient. L'ergothérapeute, c'est pareil. Si elle vous dit, bah ça c'est mieux, ça c'est elle qui travaille sur il ou elle qui travaille sur les installations au fauteuil. Voilà. Il faut savoir que tous les mois, les infirmières doivent évaluer le risque d'escar chez les résidents et elles doivent faire des échelles de douleur et des échelles de Braden ou de Norton, de risque d'escar. Quand les patients reviennent d'hospitalisation ou quand il y a une perte de mobilité, elles doivent évaluer ça. Et en fonction de ce score, on commande un matelas air. Les dotations matelas air ou coussins à air, souvent, c'est en location. Les DM, c'est pareil aujourd'hui. Les établissements ont de moins en moins de fauteuils roulants qui leur appartiennent. Ils sont loués à un intervenant parce qu'en fait, ils prennent en charge la maintenance des DM. Donc, c'est ça qui est. Donc, des fois, il y a du délai. Ça m'est déjà arrivé de mettre 3 semaines à obtenir le fauteuil qu'on avait commandé parce qu'en fait, ils étaient saturés de demandes. Mais dans l'idéal, en 48 heures, ils sont censés nous fournir le fauteuil roulant qu'on a demandé, avec appuie-tête, cale-pied, assise réglable. Et donc voilà quoi. Et ils viennent faire les mesures du fauteuil roulant, parce que pour le fauteuil roulant, il faut mesurer la longueur du fémur et la largeur du bassin, pour pas que le fauteuil soit trop grand ou trop petit. J'ai découvert que sur le site d'Amélie, il y avait plein de documents très intéressants pour Oui. les locations, pas locations, etc. En fait, c'est une source d'information. Oui. Il faut savoir où aller chercher. Oui. Oui, oui, oui. Et donc, oui, tout existe. Mais aujourd'hui, tout est faisable. Hein. Vous pouvez travailler en très bonne entente avec les établissements EHPAD. Mon mari disait, moi, j'en prends pas plus que 4 ou 5, parce que quand on arrive à l'EHPAD, forcément, on vient pour 2, mais en fait, il y en a 3 ou 4 à voir. Donc, il avait pris l'habitude d'avoir que 4 ou 5 patients par EHPAD, donc il faisait un peu plus d'EHPAD. Et ça, c'est vrai. Donc, dites bien aux EHPAD comment vous fonctionnez. Si elles vous demandent quelque chose en plus, n'ayez pas peur de leur dire aujourd'hui dans mon organisation, c'est pas possible. Par contre, je reviens et vous donner une date. Voilà. Vous donnez des dates de passage pour les renouvellements. Vous donnez des dates quand vous êtes en vacances.
Et puis, quand on vous interpelle de façon comme ça, que vous arrivez, vous êtes censé voir 2 problèmes et vous avez toute une liste, n'ayez pas peur de leur dire que c'est pas possible. Parce que sinon, vous aurez pas envie d'aller les voir. Donc, Ok. Très bien. On est presque dans le timing, hein. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques peut-être suite à ce qu'a expliqué le docteur Siffrine et le docteur Bertrand? Moi, j'ai encore une chose. Un établissement médicalisé, ça veut juste dire qu'il y a une infirmière la journée. Quand vous conseillez à vos patients. Un établissement EHPAD, c'est juste pour un hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est médicalisé du fait de la présence en journée d'une infirmière. Certaines EHPAD ont une infirmière de nuit mutualisée. L'infirmière de nuit, en général, c'est sur les USLD où elle est présente en permanence. Et donc, dans les EHPAD, on nous a demandé de mutualiser une présence infirmière la nuit. Donc, on a une astreinte IDE. C'est une IDE pour 300 lits. Donc, les EHPAD sont obligés de se mettre ensemble pour mutualiser une infirmière de nuit. Donc, ça, c'est faisable. C'est pas parce qu'il y a une infirmière de nuit qu'on va faire des perfusions IV à des personnes âgées en EHPAD. Quand vous avez une sortie d'hospice avec de l'augmentin IV, je suis désolée, c'est soit il prend de l'augmentin Péros, soit il faut faire de la rocéfine en sous-cute ou en IM. On peut remettre en cause la prise en charge parfois un peu agressive de l'hôpital sur des patients qui sont déjà fragiles et sur des situations compliquées. Donc, moi, j'ai un patient qui est sorti il n'y a pas longtemps, en IV, augmentin, qu'est-ce qu'elle avait? De l'augmentin et du flagyl en IV. Ouf. Super. Donc, pour une personne qui était en fin de vie, sur un Parkinson extrêmement évolué, qui faisait 35 kilos, HAD déclenché par l'hôpital, elles arrivent avec « Ah oui, on va faire des IV ». Je fais « Non, non, vous n'allez pas faire des IV. On va faire de la sous-cute ». Et l'hydratation en sous-cutanée, c'est juste extraordinaire. On peut passer 1 à 2 litres par jour sur une personne en sous-cutanée. Ça marche très, très bien. Et il y a beaucoup moins de choc sur des réhydratations sous-cutanées chez la personne âgée qu'en réhydratation IV. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire à l'EHPAD. On n'est pas obligé d'hospitaliser. Et si vous expliquez bien aux infirmières, elles vont vous suivre. Pareil, hein, dans la prise en charge, enfin dans ce que vous avez en lien, on a pour la réhydratation sous-cutanée, je crois, hein. Oui, 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 oui. Et bon, quand on n'en fait pas souvent, bon, ça Oui, peut il y a nous être utile. tout à fait. Et moi, j'aime bien la formule de la carence en eau par rapport à l'anatrémie et au poids. Et on est surpris de savoir, faut calculer le déficit hydrique. C'est une formule toute simple. Et on la trouve. Je sais que quand j'ai un doute et que les patients me parlent d'un truc, je vais sur Google et je cherche. Ouais, on fait tout ça. Faut être moderne en fait. Donc Heureusement. voilà. Et ça vous aide, ça vous donne une idée. Je veux dire, une personne de 40 kilos avec une natrémie à 158 ou à 160, bah, il lui manque 4 à 6 litres d'eau. Voilà. Et la personne de 80 kilos avec une natrémie à 160, il en manque un petit peu plus. Mais voilà, on a pas mal de choses qu'on peut faire à l'EHPAD. Et il faut savoir mesurer à quel moment on bascule sur l'accompagnement, sur du soin de confort et du non-invasif. Parce que ça reste quand même des personnes fragiles. Donc, Quant à la relation avec les familles, alors moi je suis de l'autre côté aussi. oui, Je suis médecin et je suis aussi famille. la fille d'une dame en EHPAD. C'est aussi très très particulier. J'essaie de ne pas faire les deux choses en même temps. Il y a une fois je suis le médecin, puis une fois je suis la fille. Et c'est aussi très difficile parfois pour nous d'aller dire je voudrais voir le médecin pour voir où on en est et quels sont les projets. Oui, C'est et vrai c'est pour ça. Ouais, tout à fait. Et même l'infirmière coordinatrice, il faut les voir. En général, quand les familles arrivent en EHPAD, elles demandent comment vont leurs parents, que leur répondent les aides-soignantes. Oh, ça va bien. que, ouais. Ok, d'accord. Juste,
elle est en EHPAD parce qu'elle est en perte d'autonomie, il y a un trouble cognitif, ou alors il y a une grosse décompensation cardiaque, et là vous me dites elle va bien, comment je fais pour accueillir ça? Donc il ne faut pas s'arrêter à la réponse de l'aide-soignante. Il faut aller à l'infirmerie et c'est pour ça qu'on demande aux aides-soignants de bien remplir des transmissions, parce que quand on va voir la famille, on regarde les paramètres, et si on a un rendez-vous famille, c'est quand même bien utile d'avoir vu le patient avant. Parfois, j'ai pas le temps de voir le patient avant, mais je me rapporte à ce que les infirmières me donnent comme information sur l'évolution d'une situation. Et en écoutant les transmissions en équipe, on discute, ah oui, là c'est compliqué, là ça va beaucoup mieux, là il va falloir mettre tel traitement. Par exemple, une contention pelvienne pour quelqu'un qui tombe tout le temps. Oui, il faut penser que les familles n'ont pas l'info et que l'info qu'elles reçoivent quand elles arrivent, elle est pas bonne. Donc il faut vraiment aller les voir et aller à leur rencontre. C'est du temps gagné. C'est du temps gagné. Et puis c'est vraiment la gériatrie, c'est voir les familles. Quand vous voyez des enfants, vous voyez les parents. Et ben à partir de 85 ans ou une fois que les gens sont dépendants en JR2, vous ne pouvez pas prendre en soin la personne sans voir les familles. Donc un petit coup de fil à la famille, enfin au référent familial. On n'est pas obligé d'appeler tout le monde. Il y a un référent familial. C'est pas la personne de confiance. Hein. Et souvent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'hôpital, on nous demande les personnes de confiance. Et en fait, à chaque hospitalisation, on peut changer de personne de confiance. Sauf que souvent, à l'entrée en EHPAD, c'est celui qui fait le dossier, qui a ramené le dossier, qui se retrouve référent familial, mais qui n'est pas forcément la personne de confiance du résident. Donc, il faut vraiment mettre les choses au clair avec les familles là-dessus. Donc, nous, l'interlocuteur, c'est privilégié, c'est madame machin en cas de problème, pour le linge, pour les chutes, pour une hospite. Voilà. On peut vous voir, vous, parce que vous êtes le frère ou la sœur ou les neveux et nièces, si vous voulez un peu d'infos, je peux vous recevoir. Mais on leur dit bien, on a un référent pour madame, et le principal référent, ça sera lui qui aura les infos. Donc, voilà. Et on nous parlait des directives anticipées. Je ne fais jamais de directives anticipées à l'admission en EHPAD, parce que je trouve ça complètement inopportun. Déjà, c'est tellement difficile de faire une entrée en EHPAD pour les familles que je leur demandais qu'est-ce qu'ils ont prévu pour les obsèques de leurs proches. Je trouve ça complètement déplacé. Et surtout que la directive anticipée doit être la volonté de la personne qui est en capacité de l'exprimer. Donc, on se donne du temps. Et quand on voit que la situation se détériore, on commence à évoquer ce côté-là. Et soit c'est la psychologue, ça dépend des établissements, ça peut être la psychologue qui s'en charge, ça peut être l'infirmière coordinatrice, ou alors il y a une infirmière un peu plus référente du résident qui va aborder la situation. Et soit c'est le médecin traitant qui en parle. Et parce qu'à l'hôpital, on nous demande la fiche Palia et les directives anticipées. Donc voilà. Mais ça peut être rempli très vite au moment où on voit vraiment qu'il y a une dégradation. Soit il y a 2 hospitalisations consécutives rapprochées, soit on voit vraiment que la situation se dégrade, que la pathologie a évolué et qu'il faudrait un peu anticiper là-dessus, quoi. Donc voilà, quoi. Et maintenant, si vous êtes dans une situation extrême, le 15 est là pour vous. Le 15 vous répond. Il répond aux infirmières, aux aides-soignants de nuit. Ils envoient des équipes sur place, mais ce n'est pas parce qu'ils envoient une équipe sur place qu'ils vont forcément hospitaliser votre résident. Ils peuvent donner une conduite à tenir médicale avec une ordonnance et laisser la personne sur place et donner aux infirmières des missions, parce que des fois, on n'a pas de médecin disponible. Donc voilà, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, c'est bien. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Je pense que vous avez évoqué énormément de choses. Ouais. Donc, Alors, ouais. bon, bah, c'est bien. Bah, super. Parfait. Alors, c'est pareil, les directives anticipées, on les trouve dans le DMP.
C'est intéressant aussi. On découvre des trucs en allant fouiller des fois. Mmh. Voilà. Bon, bah, très bien. Après, ce qui est confortable en tant que médecin, honnêtement, par rapport à le côté médecin traitant, c'est que finalement, j'ai quand même un petit peu plus de temps pour me poser sur, faire le point sur les comptes rendus, sur les courriers d'hospitalisation, sur ce que me dit la famille, ce que me dit le médecin généraliste, le retour du spécialiste. J'arrive quand même à faire j'ai ce temps-là, en fait, sur mon temps médico, qui me permet, de faire, un bilan gériatrique, sur le résident ou de faire des propositions, cohérentes par rapport à la situation globale, en fait. Donc, et ce qui est pas mal quand le logiciel soin, je le remplis bien, bah, les médecins, ils ont une vraie vue, d'ensemble, voilà. Et puis moi, c'est pareil quand j'arrive dans un EHPAD, j'y suis passée le mois d'avant, j'apprends qu'en fait la résidente a fait un aller-retour aux urgences, qu'elle est restée 7 jours en UPUG ou pour une décompensation. On m'a pas prévenue parce qu'ils savaient que je passais, mais en fait j'arrive, j'ai 8 jours d'hospite dans le nez, j'ai une intervention du SAMU. Enfin voilà, c'est et après, l'équipe vous dit ah, vous êtes injoignable. Je dis non, vous n'avez même pas essayé en fait. Donc voilà, c'est le quotidien. Vous avez des patients que vous repérez tranquilles et des patients que vous repérez fragiles. Voilà, vous allez au-devant des équipes parce que vous savez, vous mieux, ce qui peut arriver par rapport aux équipes. Elles n'ont pas beaucoup de recul par moment. Elles ne se rendent pas compte que le patient va décompenser. Elles n'ont pas l'expérience et en plus, aujourd'hui, les nouvelles diplômées infirmières, elles ne sont pas si équipées que les anciennes. Je veux dire, là, avec la réforme du diplôme infirmier, aujourd'hui, on a des jeunes infirmières qui ne sont pas équipées pour repérer ce qui va se passer. Elles n'anticipent plus, quoi. Il faut qu'on leur apprenne. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Très bien. Bon, après, j'ai encore plein de trucs à raconter, mais vous pouvez m'arrêter. Hein. Oh, mais je te demanderai, j'ai regardé sur le truc déshydratation, j'ai pas trouvé ta petite formule. Ouais. Et ça s'appelle la formule du déficit hydrique. Ah, c'est simple. Bon, bah, je la trouve, on la trouvera. Et c'est avec le poids et l'anatrémie. Et le poids idéal. Le poids idéal et l'anatrémie. Non, c'est déficit en eau. C'est 60% du poids. D'accord. Multiplié par, tu mets une parenthèse. Ouais. La natrémie divisée par 140, moins 1. Moins 1. D'accord. Okay. Et donc, c'est la natrémie actuelle. Donc, si tu as 165 divisé par 140, moins 1, et tu multiplies par le poids actuel du résident et par 60%, et tu sais combien de litres d'eau il te manque. D'accord. Non, bah, tu vois, j'en avais pas entendu parler. Mais c'est vraiment une super petite formule parce que des fois, tu dis, oui, il manque pas grand-chose, et puis tu t'aperçois qu'il manque 2-3 litres. Ouais. Donc, ok. Très bien. Bon, bah, on a appris des choses. Mais l'histoire des ordonnances à l'avance, ça va nous rendre service, je pense, à beaucoup de. Mais il faut que ça vienne de vous. J'ai vraiment pas pensé. Enfin, je pense à des choses en patientèle, mais pas en EHPAD. Ça me complètement. Ok. Les protocoles, moi, j'en ai déjà imposé certains, et des CNO, hein, les compléments nutritionnels. Il n'y a pas tout. C'est sûr qu'il n'y a pas tout dans les de disponibles, et qu'il y a parfois, comme tu disais, des intolérances au lactose. Oui, mais ils peuvent trouver moyen. Oui, il faut insister. Si tu reviens à la recherche très régulièrement, ils finissent par basculer. Ouais. Très oui, bien. parce que si tu es le seul à demander, en fait. Oui, je comprends. Tout le monde prendra les tiens. Bon, la crainte qu'on a de l'évolution là prochainement, c'est quand il va y avoir une dotation par contre au global. Est-ce qu'on va avoir un nombre limité de visites dans les EHPAD? Non. En fait, non, parce qu'en fait, il y aurait trop de
parce que ça serait pas au meilleur du patient. Bah oui, Donc, et puis par exemple, quand tu es en visite soins PAL, c'est illimité. Quand tu es en visite VG ou en VL, tu as toujours ta VL au trimestre ouais, et tes visites intermédiaires. Enfin, tu as toujours tes cotations. En fait, ça change pas. Mais par exemple, le CEPOM, c'est que nous, on a évalué au plus proche du réel. Donc, on sait qu'un patient qui a besoin de temps sur l'année, il a ses 12 consultes à avoir, plus 3-4 urgences. Donc, ça fait 16 consultes pour un patient qui est fragile. Un patient qui est stable, ça fait 6 ou 7. D'accord. Et ils arrivent ils arrivent à avoir ces chiffres-là. Ok. Ouais, ça fait tout bizarre. Ça fait capitation, je sais pas comment on dit, mais tu sais, c'est. Ouais, mais bon, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Bah oui. Ouais, 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 je comprends bien. Je comprends Donc, bien. Très bien. Bon, bah, on a commencé à quelle heure? Céline? voilà. Il était 20h40, donc je pense que ça fait 1 heure Bah, c'est bien. qu'on a fait ce webinaire. Parfait. Bah On a une écoutez, évaluation à la fin. vous avez 20 sur 20. Bon, en tout cas, on est joignable, Ouais. que ce soit l'URPS ou les médecins coordonnateurs référents. Si je réponds pas forcément au numéro de téléphone que je ne connais pas, mais il faut laisser des messages et je rappelle et la boîte. Sinon, il faut utiliser la boîte mail. Je regarde assez régulièrement. Très bien. Voilà. Super. Bon, En tout cas, je tiens à vous remercier pour cette présentation. Merci aussi aux participants d'avoir écouté, cette présentation donc, sur le kit EHPAD et le tutorat des médecins coordonnateurs. Et je vous souhaite du coup à tous une très belle soirée et à bientôt. à bientôt. À Merci, bientôt. Au revoir. merci Céline. Merci Bonne beaucoup. soirée Au à revoir. vous tous. Au plaisir de vous revoir. Au revoir.